Depuis quelque temps en Europe, on a l'impression d'un effondrement de l'Europe, en tout cas d'une grande transformation de l'Europe, notamment à cause de ces élites qui semblent faire n'importe quoi. Et moi, c'est une transformation qui m'avait énormément interrogé. Et puis, j'ai trouvé un livre qui répond en partie aux questions que je pouvais me poser. C'est La chute de l'Empire européen par Philippe Fabry. Et donc, pour pouvoir en parler avec vous, eh bien, j'ai invité Philippe Fabry dans cette interview. Alors, Philippe Fabry, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc alors youtubeur, je vais mettre votre chaîne YouTube en lien de cette vidéo, mais vous êtes aussi docteur en droit et vous écrivez de nombreux livres et donc vous avez écrit La chute de l'Empire européen qui, de manière complètement contre-intuitive, ne parle pas forcément de la chute de l'Empire européen, mais du processus de création d'un État-nation. Et donc, pour commencer, je pense que c'est assez important de définir ce qu'est un empire pour vous et comment il se constitue. Donc, je vous laisse répondre en quoi l'Europe est-elle un empire et comment un empire finalement se constitue et se crée. Oui, alors effectivement, moi je qualifie d'empire toute, structure politique, qui règne, sur, un espace qui comprend plusieurs peuples, plusieurs cultures et qui les rassemble à la base sous le seul, empire justement de la force. C'est-à-dire la seule, c'est une force qui s'étend, qui va apprendre à dominer un certain espace et y exercer donc le pouvoir politique et toutes les prérogatives qu'on appelle d'ordre public, hein. Le mot vient de là, en latin imperium, c'est le pouvoir de commander tout simplement. Et les empires, ont tendance à durer dans le temps, souvent ils sont fluctuants, mais lorsque un empire dure suffisamment longtemps, il est sujet à une mécanique interne qui va, lui permettre d'homogénéiser les cultures dans l'espace qu'il, dirige. Et à la fin, ça forme ce qu'on appelle un État-nation, c'est-à-dire un État qui règne sur un espace qui est culturellement unifié. Et c'est très important parce que ce qui caractérise l'État-nation généralement, c'est qu'il a un certain nombre d'institutions qu'on va attendre voir naître de sa part, qui généralement ont tendance à aller vers le parlementarisme et la démocratie. Et si ces institutions apparaissent, c'est justement parce que l'espace est suffisamment homogène culturellement. Dans un empire, c'est pas possible justement parce que les disparités sont trop grandes. Ça peut être des disparités de langue, ça peut être des disparités de mœurs et c'est pour ça que ce sont des structures politiques plus avancées qui ne peuvent pas apparaître. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tout empire qui vieillit suffisamment dans la stabilité finit par, devenir un État-nation en fin de compte parce que le processus d'homogénéisation va au bout. Si un empire ne dure pas assez longtemps pour que cette homogénéisation culturelle se fasse, il ne deviendra jamais un État-nation. S'il s'étend continuellement, il ne deviendra pas un État-nation non plus parce que l'homogénéisation est impossible, parce qu'on rajoute des ingrédients sans arrêt. Et ce qui caractérise l'Europe, notamment, qui a beaucoup d'États-nations concentrés finalement sur un petit espace, c'est sa géographie qui a permis à des États d'être très stables dans le temps et donc d'homogénéiser chacun leur culture de leur côté, ce qui a fait apparaître donc des États-nations, mais qui avant ça étaient des structures impériales. Par exemple, la monarchie française, on va dire jusqu'à la Révolution française, était encore de type impérial. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu cet exemple de la France que vous prenez dans votre livre. En quoi, comment s'est constitué finalement ce que vous appelez l'Empire français? Moi, je n'avais pas l'impression que sous Louis XV, Louis XVI, nous étions un empire, mais vous, c'est votre thèse. Et ce qui a fait qu'on est passé d'un empire sous Louis XV, Louis XVI à une nation, si je comprends bien, au moment de la Révolution française. Voilà, tout à fait. Alors c'est un processus qui remonte, naturellement au Moyen Âge, hein, c'est-à-dire, on va dire, l'épisode où le territoire européen en général était le plus morcelé et le plus informe, où finalement il y avait pratiquement plus de frontières ou alors des frontières très locales. On a commencé à voir réapparaître le pouvoir royal à partir du 11e, 12e siècle et ce pouvoir royal, c'était essentiellement un pouvoir qui, bénéficiait en fait du fait qu'il dominait la partie la plus riche
du royaume ou les routes les plus riches, c'est-à-dire essentiellement le bassin parisien, tout ce qu'on appelle l'Île-de-France aujourd'hui, mais qui avait des capacités de projection en direction notamment de la Champagne, où il y avait toutes les foires, et donc la plus grande activité économique, ou bien en direction des Flandres. Et donc c'est ce noyau-là, en fait, qui a permis au pouvoir royal de s'étendre progressivement sur l'ensemble du territoire. Pas toujours facilement, ça a été en partie par conquête. Par exemple, par chez moi, hein, je vis à Toulouse, on a été conquis pendant les croisades contre les Cathares au XIIIe siècle. Et le comté de Toulouse, qui était presque un prince indépendant par rapport au roi de France, a fini par intégrer le domaine royal. Donc le domaine royal s'est établi comme ça, étendu petit à petit à ce qui sont les frontières de la France actuelle. Et à la veille de la Révolution française, il faut savoir que la langue française était encore parlée par à peine un cinquième de la population. Donc il y avait des langues très diverses qui étaient parlées et qui étaient pas intelligibles entre elles d'ailleurs, hein. Si vous preniez un breton, un alsacien et un occitan, dans la même pièce, ils se comprenaient pas. Ils pouvaient éventuellement parler le français s'ils faisaient plutôt partie des élites locales, parce que les élites locales, elles parlaient de français, notamment parce elles étaient confrontées, très régulièrement aux institutions françaises, aux institutions royales, et les institutions royales, leur langue officielle, c'était le français, depuis l'édit de Villers-Cotterêts sous François Ier. Mais ça s'est étendu petit à petit de cette manière-là. Et alors, une fois que la monarchie française a tenu l'ensemble du territoire, on va dire qu'au XVe siècle, XVIe siècle, c'était déjà à peu près fait. Ce qui commence à se passer, c'est que il y a un phénomène d'intégration qui se produit des élites, on va dire inférieures, c'est-à-dire des élites locales qu'on a d'abord dominées d'une manière quasiment coloniale, et qu'on finit par intégrer politiquement parce qu'elles-mêmes, déjà, elles se mettent à imiter ce qui se fait dans le pouvoir central parce que c'est plus prestigieux, hein. Un petit peu de la même manière qu'aujourd'hui, on a eu tendance à s'américaniser, si vous voulez, parce qu'on regarde en gros le maître du monde et on fait pareil parce que c'est ça qui coule. Et donc le prestige vient de là. Et inversement, donc, vous avez des gens du cru de la province qui font une ascension à l'intérieur du système administratif central, et donc qui apportent en même temps leur diversité culturelle dans le système administratif central, en même temps que le système administratif central, lui, est une sorte d'exemple culturel par le haut. Et donc tout ceci se rencontre, et petit à petit, au fil des siècles, c'est comme ça qu'on a une homogénéisation culturelle qui se met en place. Néanmoins, à la veille de la Ça, Révolution française... c'est un peu, pardon, c'est un peu la France de Louis XIV, ça, Oui, tout à fait, où tout les à fait. nobles montent voir le roi pour. Voilà, Justement, avant Louis XIV, on peut avoir la fronde, c'est-à-dire des nobles qui se révoltent contre le pouvoir central. Et tout le travail de Louis XIV est de faire en sorte que ces nobles, finalement, finissent par lui faire la cour, quoi, tout à par fait. s'incliner devant lui pour lui ressembler, pour avoir le droit à telle ou telle piécette, quoi. Tout à C'est un fait, peu et ça explique beaucoup de choses dans l'idée. l'histoire de France. D'ailleurs, encore à la fin de la guerre de Cent Ans, la grande querelle qu'on appelait entre les Armagnacs et les Bourguignons, c'était déjà un petit peu ça. C'est-à-dire les Bourguignons, c'était la noblesse du nord de la France, c'est-à-dire celle qui était habituée à être dans l'entourage royal et à accompagner le roi dans la direction du royaume, alors que les Armagnacs, c'était les nobles du sud qui, eux, soutenaient l'ascension du pouvoir royal parce que ça leur permettait de monter avec. Et donc, il y a cette concurrence entre les élites déjà installées et les élites provinciales, pour ainsi dire, qui ont Mm. réussi aussi à s'intégrer. Effectivement, sous Louis XIV, on était encore sur une étape suivante. À la veille de la Révolution, les rois de France parlaient encore de leur peuple au pluriel, ils disaient nos peuples. Et si vous regardez ce qu'on appelle la carte des traites d'Ancien Régime, qui était la carte fiscale, vous voyez que, par exemple, ici à Toulouse, on était des provinces réputées étrangères, et vous Ah aviez oui. d'autres provinces, c'était provinces à l'instar de l'étranger effectif. Alors c'était sur un plan fiscal, mais on voyait bien dans quel ordre l'État s'était constitué finalement. Et donc cette intégration, effectivement, s'est faite progressivement. Et une fois que vous avez atteint un certain stade d'homogénéisation, c'est-à-dire où au moins la couche supérieure de la population des provinces et la population du centre initial de pouvoir, une fois que tous ces gens-là partagent des références et des codes communs, c'est là qu'on est en place pour entrer dans le stade suivant, qui est justement la révolution et l'apparition d'un pouvoir proprement national qui admet une identité commune. Mais qu'est-ce qui déclenche en fait cette révolution, ce passage de l'un à l'autre en fait? Alors, cette révolution, elle a trois conditions préalables. La première, je viens de la dire, c'est cette homogénéisation, donc c'est une condition de fond, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est quelque chose ça prend des siècles à se mettre en place, et une fois que ce stade est atteint,
la révolution peut s'enclencher. Mais pour ça, il lui faut deux euh, circonstances conjoncturelles immédiates. C'est d'une part la perte de légitimité du pouvoir tel qu'il existe, c'est-à-dire Mmh. du vieux système qui a construit justement ce système impérial. Donc perte de légitimité du système impérial et sa ruine financière. Parce que s'il a juste perdu sa légitimité mais qu'il n'est pas ruiné, grosso modo, les gens profitent toujours du système économique, donc il reste calme. Si il est ruiné mais qu'il a toujours sa légitimité, la population sera prête à venir à son soutien et à faire des efforts pour le maintenir en place. Donc il faut vraiment qu'il y ait les deux en même temps, parce que s'il y a perte de légitimité plus ruine financière, à ce moment-là, personne ne veut plus obéir à ce pouvoir, et en plus, quand il vient demander du soutien, on lui dit non, c'est ce qui est arrivé à Louis XVI avec les États généraux. D'accord, et ça, c'est quelque chose que l'on voit aussi, je crois que vous citez l'exemple de l'Allemagne, Tout à mais c'est fait. En quelque fait, chose que l'on voit dans tous les empires, quoi. C'est voilà, pas, on le voit. Alors, dans tous les empires qui arrivent jusqu'à ce stade-là, tous les empires qui finissent par faire leur transition vers l'État-nation, on le voit. On l'a vu donc en Allemagne, on l'a vu arriver en Russie, on l'a vu arriver en Italie, en Espagne, en Angleterre. En tout cas, c'est facilement. On le voit aussi dans des pays hors Europe, mais je me suis concentré sur l'Europe dans ce livre-là. et ceux qui arrivent pas à faire la transition, c'est dû à quoi? Alors, normalement, tous les pays qui atteignent ce stade-là arrivent à faire cette transition. S'ils ne la font pas, c'est que ils ont été démembrés avant ça par des luttes entre d'autres entités de taille supérieure. Par exemple, un problème qu'ont eu des pays comme pendant longtemps, comme les Pays-Bas ou surtout comme la Belgique, c'est que c'était des espaces qui étaient à la frontière, en fait, comme une faille tectonique, hein, entre deux pôles beaucoup plus puissants. En l'occurrence, tout cet espace des Pays-Bas et de la Belgique était pile au cœur géographiquement entre l'Angleterre, la France et la Prusse, qui étaient et si on rajoute l'Autriche encore. Donc c'était vraiment le cœur. Donc c'est là qu'ils se tapaient tous dessus. Et donc cette formule n'a pas pu se faire. Et ce sont des États qui sont apparus très tardivement et un petit peu plus par la négociation des gros qui étaient autour que leur mouvement à eux. Voilà, c'est pour ça qu'on observe toujours une sorte de taille standard, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ceux qui font leur parcours entier sont ceux qui sont de taille suffisante pour résister aux autres et pour constituer un pôle sur leur propre aire géographique. Et du coup, ce que vous appelez l'empire européen, il en est à quel stade en fait? Alors, ce que j'explique dans ce schéma de la construction nationale, c'est que en général, ça prend à peu près 5 à 600 ans à se mettre en place. C'est-à-dire depuis le début de l'éclatement total et on va dire depuis le moment où il y avait un petit réveil d'une forme de pouvoir central, hein, ce qui était par exemple Louis VI le Gros en France au XIe siècle. Euh, eh bien, à partir de là, vous avez, oui, ça prend à peu près 500 ans pour que tout le mouvement d'homogénéisation se fasse et de conquête progressive de l'espace. Bon, le fait est que pour, l'Europe, c'est effectivement il y a à peu près 500 ans que ce mouvement a commencé. C'est le moment où est née justement l'idée de la possibilité d'une réunion de tous les royaumes européens en un seul État. C'était à l'époque de Charles Quint. Charles Quint, qui était le grand roi des Habsbourg, qui a été aussi roi d'Espagne. En gros, il contrôlait à peu près 2 tiers du territoire européen. Et il y a la France et l'Angleterre qui lui échappaient et qui l'ont échappé jusqu'à la fin. Mais c'est là que le rêve est apparu et le rêve s'est maintenu. Il y a également eu des rêves européistes. En fait, chaque fois qu'il y a eu quelqu'un, qu'il y a eu un État qui a paru en mesure de s'imposer à tous les autres. Ça a été le cas à l'époque de Napoléon, ça a été le cas à l'époque d'Hitler aussi. Donc, c'est un rêve qui est revenu régulièrement. Mais politiquement, ça ne s'est vraiment concrétisé qu'avec justement la création de l'Union européenne, enfin, d'abord de la Communauté européenne puis l'Union européenne, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, moi, je compare ça à ce qui s'est passé pour l'Italie et l'Allemagne. L'Italie et l'Allemagne, ce qui les a caractérisés, c'est que ce sont des États qui se sont unifiés très tardivement. En gros, j'ai deux modèles. J'ai le modèle de la, la, la construction continue, on va dire, d'États-nations. C'est le cas de la France que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a aussi des modèles tardifs qui est des espaces qui s'unifient culturellement, mais sans tout de suite avoir la construction étatique qui suit. C'est ce qui est arrivé à l'Italie et à l'Allemagne au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'ils étaient entourés d'États qui s'étaient construits, eux, la France, l'Angleterre, et donc dans ces populations qui étaient déjà très homogènes culturellement, il y a eu la volonté d'avoir leur État à eux. Et donc c'est un État qui est arrivé effectivement, qui s'est construit tardivement.
mais c'est venu de la confrontation avec l'extérieur. L'Europe, il s'est passé un petit peu ça. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, tout d'un coup, l'Europe n'était plus le centre du monde, déjà. Les puissances européennes, séparément, ne se partageaient plus le monde. Elles étaient, elles, mises dans une espèce de petit sac et entourées par des gros géants, et en particulier les États-Unis et l'URSS. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que on est passé d'une vision où les États-nations se regardaient en s'estimant très différents les uns des autres, de la prise de conscience de l'altérité réelle qui était le communisme soviétique ou le grand capitalisme anglo-saxon auquel l'Europe s'est jamais véritablement identifiée. Et donc c'est à partir de là que on est entré dans cette phase finale qui en gros a été celle qu'a connue l'Allemagne à partir de la fin du 19e siècle ou l'Italie, c'est-à-dire que c'est l'unité qui est faite, justement, qui est encore un peu impériale parce qu'on n'a pas des institutions qui répondent aux standards de ce que sont normalement les institutions parlementaires post-révolutionnaires. Donc on est à Mmh. la veille de ce que j'appelle le mouvement de révolution nationale. Le mouvement de révolution nationale, c'est ce mécanisme-là, justement, dont on vient de parler, qui se déclenche une fois ces trois conditions d'homogénéisation, ruine et délégitimation du pouvoir. C'est à ce moment-là qu'elle se met en place. Ça dure une quarantaine d'années, hein. En France, c'était entre 1789 et 1830. En Angleterre, c'était entre 1640 et 1688, qui fait une mutation vers on va dire le- la constatation finale de l'identité nationale dans des frontières qui sont reconnues et qui deviennent la référence de la représentation collective, en fait. Et intouchable, c'est par exemple la France, une fois que Napoléon est passé. Sous Napoléon, on pouvait encore croire qu'annexer des départements et dire ça aussi c'est la France, en Italie du Nord, etc., c'était faisable. Une fois que ça s'est terminé, la France a une identité territoriale qui est bien ancrée. Et à part des petits ajouts du genre Nice ou la Savoie, il n'y a plus de véritable volonté d'aller annexer du territoire à l'extérieur, sauf de récupérer l'Alsace-Lorraine qu'on nous avait pris parce que justement c'était très ancré dans la représentation commune. Mmh. Et donc, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être y revenir dans le détail sur les institutions européennes elles-mêmes, aujourd'hui, on est dans cette phase immédiatement pré-révolutionnaire, l'équivalent de la fin de la monarchie absolue, en gros, dans la France des années 1780. Mais on est encore dans l'idée en Europe qu'on peut s'étendre, c'est-à-dire que on entend tout le temps la Commission ou les chefs d'État nous dire on va prendre tel nouveau pays. Bon, là, actuellement, la mode, c'est l'Ukraine, mais on nous parlait de la Turquie il y a 5 ou 10 ans, 10 ans, parce que c'était juste avant Sarkozy. On nous parle régulièrement de prendre encore des nouveaux pays. Donc, on n'a pas encore fait cet arrêt d'évolution de nos frontières. On Ah non, a... justement, l'arrêt de l'évolution, normalement, il vient après la révolution. C'est une fois constaté, parce que D'accord. la révolution, en général, elle est justement associée à une espèce de délire expansionniste où on cherche à s'étendre au maximum. Je disais, Napoléon, c'est ce qui est arrivé justement, c'est le produit de la Révolution française. On essaie de s'étendre à fond. Tout le monde autour nous dit non, non, vous, votre espace, c'est ça, et du coup, on en reste là après. Pareil pour l'Allemagne d'Hitler, hein, il y a cette espèce de volonté impériale qui est ensuite brisé dans l'œuf et depuis l'Allemagne n'a plus de volonté de s'étendre. Et donc je pense que ce sera aussi le cas de l'Union européenne, que la crise qui vient, en fait, mettra fin, en même temps qu'elle viendra justement consacrer, on va dire, cette espèce de nation européenne qui est en gestation, elle mettra fin à ces velléités d'expansion, justement parce que, en fait, c'est dans ce mouvement-là qu'on trouve ces frontières, tout simplement, ces frontières définitives. Mais Et il n'est pas rare que, justement, la crise immédiate qui entraîne la perte de légitimité et donc qui provoque la révolution soit due à la volonté de s'étendre justement un petit peu trop loin. Ce qui était le cas de l'Allemagne en 1914 et probablement de l'Union européenne en Ukraine aujourd'hui. d'accord. Mais alors, deux choses. La première, la question qui vient forcément à l'esprit de tout le monde, c'est mais qui est l'empereur? Parce que c'est probablement plus Charles Quint maintenant. Et donc, qui est l'empereur dans cet empire, quoi? Est-ce qu'on a un empereur comme on a pu avoir sur d'autres, Alors, comme a pu être le roi de France? oui, alors c'est là-dessus qu'il faut faire un petit effort intellectuel pour raisonner en termes d'institutions. C'est que en fait, et j'essaie je le fais un petit peu dans le livre, de manière assez brève, mais en comparant les institutions européennes actuelles avec ce qu'étaient les institutions justement,
de l'Italie à la fin du 19e siècle, du Royaume d'Italie, ou de l'Empire d'Allemagne, de l'Empire allemand, pardon, à la fin du 19e siècle, à la même époque. En fait, structurellement, dans l'ordre politique européen aujourd'hui, l'équivalent de l'empereur, c'est le Conseil européen, c'est-à-dire l'assemblée des chefs d'État. Alors on dit et de gouvernement, parce que le problème, c'est qu'en réalité, c'est l'assemblée des exécutifs nationaux. C'est ça Mmh. l'équivalent du Kaiser, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est cet organe-là, dans l'organigramme européen, qui a les attributions qui étaient celles de l'empereur ou qui étaient celles du roi de France. C'est-à-dire de nommer le gouvernement, de prendre l'essentiel des décisions politiques, d'avoir à titre principal l'initiative des lois, hein, puisque c'est la présidente de la commission, c'est la commission qui a l'initiative des lois. En France, en Europe, le Parlement n'a pas l'initiative des lois, hein, ce qui est en gros l'état démocratique de la France avant la Restauration encore, hein, donc c'est très très, Mmh. c'est pas du tout démocratique. L'existence d'un Parlement européen n'est pas un signe de démocratie en soi. Donc l'équivalent de l'empereur, en fait, c'est ce gouvernement-là, parce qu'il faut bien se rendre compte que à l'échelle européenne, en réalité, la plupart des pays qui trouvent une forme de représentation dans les institutions européennes, trouvent cette représentation à travers les membres de leur gouvernement. Et donc ça veut dire qu'à l'échelle européenne, dans les institutions européennes, la réalité, c'est que c'est le pouvoir exécutif qui est hégémonique, Mmh. puisque ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont l'essentiel du pouvoir, qui décident où mettre la commission, et même à l'intérieur et donc cette commission qui est désignée par des pouvoirs exécutifs, elle-même est un pouvoir exécutif dominant à l'intérieur des institutions européennes. Et le fait d'avoir un pouvoir exécutif comme ça, hégémonique, et un pouvoir législatif complètement castré en face, c'est typique des régimes qui sont encore impériaux, justement. Et alors le deuxième point, c'est pour reprendre l'exemple de Louis XIV, donc heu, on a quelque chose de central, un état, c'est plus, la constitution de la France que finalement Louis XIV, mais on a quelque chose de central qui attire les gens. Donc vous, dans votre exemple, ça serait plutôt l'Allemagne, quoi, qui serait, heu, Voilà. l'Île-de-France de l'Europe, quoi, Voilà, c'est ça. l'endroit Alors où l'Allemagne, bah, en réalité, plus largement, l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Ouest, puisque c'est là que le pouvoir économique se concentre. Et plus largement, tout ce que j'appelle cet espace rhénan, où d'ailleurs les institutions européennes sont concentrées, et qui, ce n'est pas un hasard, était d'ailleurs la zone d'origine de Charles Quint, hein. Il venait là, c'est la vieille Bourgogne ou la vieille Lotharingie. C'est cet espace, en gros, qui est donc entre la Manche et la Bavière, hein. Ça fait une espèce de triangle. C'est tout l'espace des deux côtés, on va dire 200 kilomètres de chaque côté du Rhin, où on trouve la Belgique, les Pays-Bas et effectivement toute l'Allemagne de l'Ouest, et qui correspond également à ce qu'on appelle la mégalopole européenne, c'est-à-dire cet endroit qui est le plus urbanisé de toute l'Europe, et par rapport auquel, en fait, tout le reste de l'Europe est un petit peu une périphérie, y compris l'ancienne Allemagne de l'Est, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de cet ensemble rhénan, c'est l'Allemagne elle-même qui a le poids le plus décisif, et donc c'est effectivement, grosso modo, l'Allemagne dont cet espace rhénan est une extension. D'ailleurs, la présidente actuelle de l'Union européenne de la Commission européenne, pardon, est une Allemande, Madame von der Leyen, cependant que le président de l'Union européenne est un Belge, Monsieur Michel. mmh. Oui, ce qui expliquerait que nos élites, se tournent tout le temps vers l'Allemagne ou essayent absolument de nous mettre dans un schéma allemand, enfin un mode de fonctionnement allemand, Oui, le un peu moule comme allemand, oui. les élites, voilà, un peu comme les élites dont vous parliez tout à l'heure, voulaient absolument ressembler au roi de France ou à la cour du roi de France parce que Voilà. c'était l'exemple dominant. Voilà, nos élites se comportent typiquement comme des provinciaux qui veulent en être, et donc qui font comme s'ils en étaient déjà, et même qui surjouent l'appartenance pour essayer d'être reconnus comme des membres de la cour, finalement. D'accord. Et alors, une dernière question, c'est donc on voit le parallèle que vous faites entre l'Europe, pardon, et la France, la constitution de la France qui passe d'un état d'empire à un état de nation avec la Révolution française. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Europe
passe maintenant de l'état d'empire à l'état de nation et devienne la nation européenne. Ce qui ne va pas faire plaisir à tous les auditeurs, hein, parce que la plupart des Non, gens non, pensent plutôt que ça va éclater et disparaître. je m'en Donc, doute, oui, et souvent quand j'explique aux gens qu'effectivement il y a plus tellement de séparatisme européen, il y a plus de grands partis en Europe, dans les États-nations européens qui prônent le séparatisme, ça énerve effectivement beaucoup de gens qui sont très hostiles à l'Union européenne, mais je pense qu'il faut surmonter ce sentiment en se disant que souvent les gens qui supportent pas l'Union européenne, c'est l'impression d'être dépossédés de leur démocratie, alors qu'il y a un petit peu dans ce que j'évoque, l'espoir de reconquérir justement un pouvoir démocratique, mais qui serait à une échelle au-dessus, justement, qui serait l'échelle européenne. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ben, en fait, il ne nous manque pas grand-chose. Je pense qu'on est déjà en limite de ce qui se passe, parce que l'homogénéisation, elle existe déjà. Aujourd'hui, vous avez en moyenne, je regardais encore tout à l'heure un sondage à l'échelle européenne en demandant aux gens s'ils se considéraient comme des citoyens européens, et c'est le oui l'emporte de manière croissante. On doit être à 60% de moyenne dans tous les pays membres de l'Union. Je crois que celui où c'est le plus faible, il me semble que c'est la Bulgarie et qui doivent être à 52%. Donc ça reste mmh, majoritaire même dans les pays et c'est pas le pays dont on penserait qu'il est le plus, qui se sent le moins oui. européen finalement, parce que c'est des pays qui ont beaucoup profité de ce système-là. Donc l'homogénéisation, c'est le cas. Les débats à l'échelle européenne, politiquement, sont à peu près les mêmes dans tous les pays, et surtout le cadre de réflexion se fait de plus en plus au niveau européen. Ce qui manque, c'est la perte de légitimité et la ruine financière. La perte de légitimité, ça arrive souvent à l'occasion d'une guerre, une guerre perdue ou une guerre qui tourne mal. Et je pense que de ce côté-là, les difficultés qu'il y a autour de l'Ukraine, notamment avec un certain nombre de débats aujourd'hui qu'il y a autour de l'Allemagne, peuvent être des prémices de ça. Mais il y a d'autres choses qui ont pu jouer aussi, c'est la pandémie. La pandémie a créé également des fractures très importantes entre le centre et la périphérie, les difficultés énergétiques aussi. Aujourd'hui, on a vu, l'Espagne, le Portugal sortir, du système intégré, d'énergie. Nous, on ne le fait pas encore. Mais, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ces crises, globalement les crises des 3 dernières années, et on les accumule quand même, ont tendance à faire, à discréditer un à un tous les choix stratégiques qui ont été pris par les élites européennes depuis des décennies, notamment sous influence allemande, c'est-à-dire l'abandon du nucléaire, c'est-à-dire l'accueil des immigrés massifs, c'est-à-dire sur toutes ces problématiques, il y a un discrédit qui tombe complètement sur ces élites-là. Et donc ça, c'est mauvais pour elles, mais c'est bon, on va dire, pour la contestation qui naît autour. Et deuxièmement, enfin troisièmement plutôt, il manque la ruine financière. La ruine financière, je pense qu'elle approche à grands pas, notamment la ruine financière du dominant à l'intérieur de l'espace, c'est-à-dire justement l'Allemagne. De plus en Mmh. plus, on répète que l'Allemagne va au-devant de difficultés encore plus grandes que celles qu'elle ne connaît déjà, au regard de la crise russe, de ses difficultés. En fait, c'est tout son modèle économique et tout son modèle de domination justement de l'espace européen qui s'effondre, puisqu'il se fondait sur un partenariat énergétique, notamment avec la Russie. Et donc, en fait, tous ces signes sont déjà en train de se mettre en place, et le déclenchement, c'est qu'en général, donc ces 3 critères, on n'a pas parlé, mais ces 3 critères qui s'accumulent déclenchent une crise institutionnelle, normalement. Cette crise institutionnelle, elle est justement entre le centre du pouvoir impérial habituel, la l'empereur, le roi ou son émanation, gouvernementale, et l'organe représentatif, mais qui manque encore de pouvoir. Par exemple, les États généraux qui n'avaient pas de pouvoir décisionnel dans l'Ancien Régime, etc. Ou même encore le Reichstag à la fin de la Première Guerre mondiale en Allemagne. Et c'est le moment où cet organe-là va décider de se saisir et de faire une espèce de coup d'État parlementaire, si vous voulez, comme le serment du jeu de paume pendant la Révolution française, qui dit non, mais le peuple européen, c'est nous qui le représentons, c'est pas vous, en s'adressant à la Commission et au Conseil européen. Et c'est à ce moment-là que le mouvement de révolution commence, parce que vous avez une lutte à l'intérieur du pouvoir entre deux organes dont l'un veut faire emporter sa légitimité sur l'autre. Et ça, je Et là, ça pense qu'on en serait, voit. là, ça serait entre le Parlement européen et la Commission. Et la C'est ce que Commission, vous je pensez? pense. Et à mon avis, on en voit les premiers signes avec d'un côté le Qatargate qui amène à une grosse remise en question du Parlement,
Et de l'autre côté, le fait que le Parlement, lui, veut mettre Madame von der Leyen sur la sellette, notamment à propos des contrats Pfizer. La commission Covid a demandé à ce qu'elle soit convoquée devant elle. C'est à Madame Roberta Metsola, la présidente du Parlement, de convoquer Madame von der Leyen, mais c'est une convocation qui n'est pas obligatoire, hein. Ils ont déjà convoqué Albert Bourla, le PDG de Pfizer, qui a refusé de venir, il a envoyé un Oui. sous-fifre. Donc Madame von der Leyen pourrait refuser d'y aller. Mais ça créerait quand même une crise de confiance, je pense, entre les deux institutions qui serait assez forte et qui pourrait être le point de départ de relations qui s'envenimeraient progressivement. Oui, mais si vous voulez, pour une révolution, enfin en 14-18, bah, on a eu la Première Guerre mondiale en Allemagne qui a mis l'Allemagne sur le flanc. En France, ça a été profondément violent aussi. On ne voit pas trop comment ça peut être violent en Europe. On n'a pas de. C'est Alors, pas parce que des députés européens vont nous dire allez vous battre qu'on va aller se battre. Hein. Ils non, ont mais pas en arrêté fait, de. c'est pas exactement comme ça que la dynamique se fait. Il y a déjà la guerre extérieure n'est pas une nécessité. Si vous prenez l'effondrement de l'URSS, il y avait pratiquement plus de guerre. Ils étaient à peu près au même stade et ils ont eu le discrédit du régime et la ruine financière en même temps. Et après, vous avez la perestroïka et tout a échappé au pouvoir finalement. Donc la guerre extérieure, c'est dans le cas allemand par exemple, c'est ce qui a amené à la fois le discrédit et la ruine financière. Effectivement, là, il n'y a pas de problème. Pour la France, le discrédit, il avait eu lieu bien avant, pendant la guerre de 7 ans, donc c'était 40 ans avant 30 ans avant la Révolution française. Mais il a fallu attendre la ruine financière pour que ça tombe. Donc, il n'y a pas besoin de guerre extérieure de l'Union européenne. Il suffit que les choses restent telles qu'elles sont et qu'il y ait un conflit justement qui s'amorce entre les institutions représentatives. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous avez une crise constitutionnelle qui apparaît entre l'exécutif et le législatif et qu'aucun des deux ne veut lâcher, que le législatif veut s'arroger de nouveaux pouvoirs, par exemple l'initiative des lois ou de contrôle du gouvernement, etc., pour le Parlement européen, et où l'autre résiste, ça crée une faille dans l'ordre politique. C'est-à-dire que vous avez tout un clivage qui se met en place ensuite autour de ça, et vous avez tout un tas de revendications diverses et variées qui s'engouffrent dans cette lutte de pouvoir. Parce que vous aurez tout un tas de gens qui prendront le parti du Parlement européen parce qu'ils ont un autre agenda derrière, qui se disent que c'est le bon moyen d'obtenir plus de démocratie ou que c'est le bon moyen d'obtenir, j'en sais rien, la décarbonation totale. Donc, le fait qu'il y ait une scission à l'intérieur, au cœur de l'ordre politique, hein, ça agite, si vous voulez, ça met en branle tout un tas de gens qui sont dans l'attente qu'il se passe quelque chose pour bouger. Et donc, c'est en Mm. fait, c'est en ce sens-là que la crise peut amener les gens à s'agiter très profondément. C'est parce que l'impression que le pouvoir se contredit, qu'il y a une hésitation dans le pouvoir, ça a tendance à relâcher en fait tous les gens qui, tant que le pouvoir est puissant et capable de maintenir le couvercle, n'osent pas bouger. Et donc, je pense que c'est en ce sens-là qu'une crise à la tête de l'Europe pourrait avoir un effet extrêmement important. Par exemple, si vous avez une crise qui démarre effectivement pour une affaire tout à fait, j'ai envie de dire, annexe, comme le problème du contrôle de Mme von der Leyen dans les contrats Pfizer. Cela peut se superposer à un débat politique de fond, par exemple, sur le fait de savoir est-ce qu'il faut mutualiser toutes les dettes européennes, si on entre dans une crise très profonde. Et là, ça amène un clivage qui va bien au-delà de la petite crise institutionnelle, où vous aurez toute l'Europe périphérique qui sera d'un côté, et toute l'Europe, on va dire, traditionnelle de l'austérité, tout l'espace germanique qui sera de l'autre. Et donc, dans ces cas-là, sans même qu'il soit, je ne parle même pas de guerre interne, hein, mais la violence politique du combat à l'intérieur et des revendications peut monter très rapidement. D'accord. Et dans ce cas-là, on revient à quelque chose. Si effectivement on bascule, donc vous dites que ça va prendre une quarantaine d'années de faire la bascule. Et une fois cette bascule mise en place, on entre dans un système qui est plus démocratique et avec, au bon terme démocratique, c'est-à-dire que j'avais vu dans un autre de vos livres que l'État, au début, les lois sont faites pour le peuple, pas contre l'État, mais pour le protéger de l'État. Oui, Et progressivement, les lois deviennent faites par l'État pour augmenter son pouvoir à lui. Et voilà. notamment, c'est ce qui avait causé la fin de l'Empire romain dans ce que vous aviez écrit. Alors, je précise, hein, vous êtes docteur en droit, hein, c'est pour ça que Oui. vous êtes intéressé au sujet. Et donc, l'idée, ça serait de revenir. Cette révolution permet ensuite
de revenir à un pouvoir au peuple, quoi. Tout à On fait. Alors bascule. c'est ça l'idée. Beh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, c'est le parlement qui reprend un rôle, important, et où son mode d'élection est fait correctement, normalement, il est beaucoup plus représentatif, et ce sont beaucoup moins des combines de couloirs ou des choses qui échappent à son contrôle qui emportent la décision sur les sujets importants. Et aujourd'hui, c'est vrai que le problème du Parlement européen, c'est que c'est un parlement qui parle beaucoup, mais qui a pas tellement de pouvoir. Il a pas de vrai pouvoir de censure contre la Commission européenne. Il faut voter aux 2 tiers une motion de censure. On voit déjà qu'en France, on vote jamais de motion de censure à 50. Alors aux 2 tiers, autant dire que ça n'arrive jamais, c'est un peu Mmh. virtuel. Donc je pense qu'il y a une possibilité, d'avoir ce progrès-là, qui peut commencer à arriver. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre 40 ans. 40 ans, c'est vraiment pour que le mouvement, on va dire, soit fini, et c'est ce qu'on observe en général. Mais, on peut avoir des 1ers acquis de ça, beaucoup plus rapides, qui peuvent arriver en quelques années. Le problème, c'est qu'en même temps, cette période, normalement, elle est souvent, très génératrice aussi de conflits à l'extérieur ou d'interventions extérieures à l'intérieur du pays. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que, généralement, un pays qui entre dans ce type de révolution, est tout de suite, soumis ou perturbé par des interventions extérieures, qui viennent chacune tenter de tirer leur épingle du jeu. Pensez, à l'Espagne des années 1930, qui est devenue une espèce de grand champ de bataille entre les communistes, les fascistes, et les Mmh. démocraties qui osaient même pas y mettre le doigt parce que c'était trop compliqué. Ma crainte, c'est qu'avant qu'on atteigne, donc la fin du chemin, on devienne un espace de guerre, par procuration encore plus renforcé entre les grandes puissances de notre époque qui sont, les États-Unis, la Russie, la Chine aussi. Oui, ce qui se passera probablement si l'Allemagne, se rapproche de la Russie, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles, il y a actuellement le conflit en Ukraine. C'est-à-dire qu'on a une Allemagne trop proche de la Russie et du coup, les intérêts des Américains qui vont à l'encontre de ça et qui font tout pour ramener l'Europe vers eux et ils ont pas, je vais pas jusqu'à dire qu'ils ont déclenché la guerre en Ukraine, hein, c'est pas du tout, mais quelque part, ça les arrange bien et ils n'hésitent pas à souffler sur les braises parce que ça permet de couper le lien entre Alors tout l'Allemagne à fait, il y et a la un Russie. intérêt stratégique majeur des Américains à empêcher l'alliance entre l'Allemagne et la Russie. Le fait est que c'est un intérêt de beaucoup de pays, de ce que j'appelle l'Europe périphérique aussi, au premier rang desquels la France, puisque il faut bien se rendre compte que cette espèce de domination écrasante de l'Allemagne qui existe aujourd'hui sur l'ensemble de l'Union européenne, elle l'a construite pendant ces 20 dernières années, justement grâce à son partenariat avec l'Allemagne. Donc l'Allemagne a utilisé son partenariat avec la Russie pour construire sa domination en Europe. Et donc, il y Mmh. a beaucoup de pays, et il n'y a pas que la France, je pense à la Pologne, je pense aux pays latins, je pense à la Grèce, beaucoup de pays qui ont donc finalement un intérêt, même si ça entraîne pas mal de souffrance, à ce que, il y ait ce cordon qui soit un peu coupé entre la Russie et l'Allemagne, parce que c'est la condition préalable au rééquilibrage des relations à l'intérieur même de l'Europe. Parce que finalement, on prive d'une certaine manière, l'Allemagne de son trésor de guerre, grâce auquel elle domine, tout l'espace européen. Donc il ne s'agit pas de faire la guerre à l'Allemagne, bien sûr, mais pour rééquilibrer, les relations, politiques, il faut rééquilibrer aussi les relations, économiques nécessairement. Ça passe par là. Et par contre, D'accord. inversement, les États-Unis, ce qu'on peut craindre, c'est dans un deuxième temps qu'eux, refusent, que cette Europe, unifiée naisse véritablement, parce que, pour le coup, ça serait un concurrent, important aux États-Unis. Alors que cette espèce de formation un peu molle qu'on a actuellement et qui leur permet malgré tout toujours d'intervenir ou de discuter directement avec certains États membres, c'est le modèle qui arrange le mieux les États-Unis aujourd'hui. Oui, donc l'Europe pourrait non pas finir comme la France, c'est-à-dire un gros État-nation, enfin gros au début du siècle dernier, Oui. mais gros quand même, mais finir comme la Belgique, c'est-à-dire un État qui se crée faute de mieux, quoi, parce que les puissances aux alentours ont négocié ça pour se Ça créer pourrait des être zones ça, oui. tampons et éviter de se faire la guerre, quoi, parce que Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Autre solution encore, ce serait le fait que, les États-Unis, profitent de justement cette période révolutionnaire européenne
pour faire en sorte qu'il y ait des divergences qui apparaissent pour qu'il y ait plusieurs Europes à la sortie. Par exemple, qu'il y ait une Europe, on va dire une Europe latine, une Mmh. Europe germanique et peut-être ensuite une troisième Europe, on va dire slave, entre l'Ukraine, la Pologne, les États baltes, et cetera, pour faire en sorte qu'il y ait toujours une forme de division et qu'ils puissent toujours, jouer, qu'il n'y ait pas un bloc parfaitement unifié. C'est une alternative possible. D'accord, donc on voit que c'est pas du tout quelque chose de fini et que on ne prédit pas forcément l'État-nation européen. Là, ça va faire plaisir à beaucoup d'auditeurs. Mais qu'on peut, enfin, que le jeu est encore extrêmement ouvert, qu'on est sur une Oui, phase de transformation de l'Europe et que cette phase, elle peut finir avec un État-nation ou avec un morcellement de l'Europe en plusieurs morceaux ou encore avec quelque chose de mou comme ce qu'on a connu et je ne veux pas dire que les Belges sont mous parce qu'après ils vont râler, mais un État qui est constitué faute de mieux, en fait, qui a pas été constitué comme ça, mais qui a été constitué de blocs qui ont été regroupés par les États voilà, autour pour créer une sorte de, de, de tampon entre eux, quoi. Donc voilà. c'est ça. Eh bien, écoutez, Philippe Fabry, merci beaucoup pour cette interview. Alors, je répète Merci. que vous avez une chaîne YouTube, donc je mets un lien pour que les gens pourraient aller voir votre chaîne. Et puis, je répète surtout le titre de votre livre, donc La chute de l'Empire européen, qui est en vente sur Amazon. Je mets en lien un lien dans la description. Et comme ça, les gens pourront aller directement l'acheter. Et Très puis, bien. merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt. Merci.